Bien. Le premier thème de l'après-midi sera une vieillesse heureuse vers une géronto-économie. On va commencer assez rapidement pour éviter de déborder et surtout laisser circuler la parole dans la salle. Je rappelle la règle, 8 minutes par intervenant. Et nous allons commencer par Alain Villemeur, chercheur associé à la chaire Transition Démographie, Transition économique, qui va nous parler, qui va répondre peut-être à la question, faut-il taxer les seniors pour financer le vieillissement? Alain. Oui, merci. Bon, le titre est évidemment provocateur, mais derrière ce titre, il y a le scénario d'une vieillesse heureuse, ce qu'on a appelé le scénario d'une vieillesse heureuse. Alors comment est-ce que nous avons défini ce scénario? L'idée est d'investir massivement en faveur des plus de 75 ans, donc ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte les aînés, et dans les domaines notamment donc, de la dépendance, de l'aide aux personnes âgées. Alors, nous avons finalement une référence dans ce domaine qui est la Suède. La Suède a une caractéristique très particulière, c'est qu'elle consacre aux plus de 75 ans aux dépendants, en quelque sorte, elle consacre 2 points de plus de PIB par an, ce qui est absolument considérable. 2 points de PIB en France, si on consacrait dans le domaine de la dépendance 2 points de PIB de plus, c'est 40 milliards de plus par an qu'il faudrait consacrer aux personnes de plus de 85 ans, aux personnes dépendantes. Quand on regarde la Suède, on se rend compte que ces 2 points de PIB qu'ils consacrent en plus par rapport aux autres pays ne plombent pas l'économie suédoise. L'économie suédoise est particulièrement performante, elle crée des emplois, il y a moins de chômage qu'en France, elle est plus dynamique et il y a moins d'endettement, etc. D'où l'interrogation, effectivement, est-ce que finalement ce type de scénario n'aurait pas quelques aspects vertueux? Alors il y a une autre considération qui pourrait nous amener aussi à investir massivement en faveur d'une vieillesse heureuse. Là, évidemment, c'est une définition économique que j'ai retenue. C'est le fait que le recours accru aux aidants familiaux a sans doute atteint ses limites. Les aidants familiaux sont largement sollicités en France. Or, le réservoir d'aidants familiaux, qui souvent sont d'origine féminine, va diminuer très probablement dans les prochaines décennies. Par ailleurs, un certain nombre d'études montrent clairement que les aidants familiaux peuvent souffrir de cette situation. Les dernières statistiques montrent que ça peut conduire à des réductions du temps de travail, donc des risques de pauvreté accrus et une prévalence dans le domaine de la maladie mentale qui est de 20% accrue. Bref, on a toutes les raisons de considérer que, effectivement, un investissement en faveur des plus de 75 ans sous forme de meilleur encadrement par les aides ménagères, les auxiliaires de vie, les médecins, les infirmiers, etc., tout ceci pourrait être fort utile. Alors, quelles seraient les conséquences, si on prend cette hypothèse, quelles seraient les conséquences sur les différents marchés? Alors, il y a une première conséquence sur le marché du travail qui est importante, c'est qu'il faudrait créer 900 000 emplois d'encadrement, d'aide aux personnes âgées. Donc, ça serait créateur de 900 000 emplois. Si on imagine que ça se fait en 15 ans, comme la Suède l'a fait d'une certaine manière, c'est 60 000 emplois de créés par an. Vous voyez que ça peut être significatif vis-à-vis du marché du travail. Alors évidemment, ça suppose une revalorisation des métiers liés à la dépendance, puisque ces métiers actuellement ne sont pas attractifs et qu'ils sont par ailleurs en concurrence avec d'autres métiers comme celui finalement de l'aide à l'éducation des jeunes enfants, etc., qui sont beaucoup plus attractifs. Premier point, donc la création d'emplois. Deuxième point, la demande de logements adaptés. Il est évident que si on voulait davantage favoriser le bien vieillir, il faudrait adapter les logements. Et là, la France a pris un retard assez considérable. On peut citer par exemple, pour les plus de 80 ans, 45% des logements sont adaptés aux Pays-Bas. En France, 18%. Donc il y a un potentiel important en France de logements adaptés. L'Agence nationale de l'habitat estime qu'il y a au moins 2 millions de ménages qui auraient besoin d'une adaptation de leur logement dans les prochaines années. Donc effet relativement majeur également sur l'adaptation des logements.
Troisième effet d'un tel scénario sur l'innovation. Les gérontechnologies sont très prometteuses. Ce sont tous ces outils qui peuvent jouer un rôle dans le soutien à l'autonomie, dans les soins, le lien social, etc. Et une nouvelle industrie peut naître. Alors c'est le pari japonais, par exemple, de la robotique, sur lequel on compte pour développer des outils pour les personnes âgées et élargir ensuite les marchés, évidemment, aux ménages plus jeunes, tous les marchés de la robotique. Donc là, la France a un certain retard. Par exemple, la surveillance par alarme, vous n'avez en France que 10% des plus de 85 ans qui font l'objet d'une téléassistance, alors que c'est 80% en Suède. Donc vous imaginez derrière le nombre d'emplois qui pourraient être créés de manière tout à fait bénéfique, puisque par la téléassistance en faveur des plus de 80 ans, les emplois de techniciens ou d'ingénieurs qui peuvent être créés derrière ceci. Quatrième effet possible, c'est la hausse des gains de productivité à long terme. Parce qu'une partie de ces dépenses supplémentaires en faveur des plus de 75 ans pourrait être consacrée à la prévention de la dépendance. Et là-dessus, nous sommes en retard et ça pourrait être tout à fait bénéfique. Alors on le voit par exemple, il y a un indicateur très significatif qui est l'espérance de vie sans incapacité majeure. L'espérance de vie en France est très bonne. L'espérance de vie sans incapacité majeure, sans limitation d'activité, il l'est beaucoup moins. Et nous avons, par rapport aux autres pays nordiques, nous avons plus de 3-4 ans de décalage. On peut imaginer donc un scénario en faveur de la prévention de la dépendance aurait des effets bénéfiques sur les seniors, les plus de 55 ans, et serait de nature donc à doper leur gain de productivité, ce qui serait tout à fait bénéfique pour l'économie. Voilà, alors là je n'ai parlé que des aspects tout à fait positifs, donc en termes de création d'emplois, de gain de productivité potentiel, de développement de l'innovation, de dopage du secteur du bâtiment, des logements, etc. Mais il y a un vrai problème dans ce scénario, c'est celui de son financement. Comment financer 2 points de PIB de plus dans les circonstances actuelles? Alors, du côté, traditionnellement, du côté de la protection sociale, évidemment, on fait appel aux cotisations sociales ou à l'impôt. Alors, côté cotisation sociale employeur, on voit mal augmenter les cotisations sociales des employeurs, alors que la France est en perte de compétitivité, que déjà les cotisations sociales employeurs sont bien supérieures en France à celles d'autres pays. Donc, on est dans une impasse. Côté cotisation sociale salariée, on l'est aussi, de mon point de vue, car ceci induirait, si on veut vraiment augmenter de 2 points de PIB l'effort en faveur d'une vieillesse heureuse, tout faire reporter sur les cotisations salariales serait quasiment impossible, puisque ça conduirait quasiment à augmenter les cotisations sociales de 50%, ce qui est absolument inimaginable, et conduirait à une réduction du pouvoir d'achat des salariés. Côté des impôts, la situation n'est pas meilleure. Reste à examiner donc finalement la situation des seniors. Et de ce point de vue-là, on peut constater que les seniors, d'une manière générale, jouissent d'une situation bien favorable dans notre pays. Les enquêtes du Conseil de prélèvement obligatoire montrent que les seniors et les retraités bénéficient de revenus supérieurs à toutes les autres catégories. Quand on prend en compte les revenus du patrimoine et les revenus et le fait d'être propriétaire, donc les revenus finalement des locations, que par ailleurs, là, les patrimoines sont très conséquents pour les retraités, et on a vu ce matin que les successions favorisent désormais plutôt les plus de 55 ans, voire les retraités de plus de 60 ans. Voilà, donc on peut se demander s'il n'y a pas là une source majeure de financement qui serait tout à fait vertueuse, puisqu'elle ne pénaliserait pas les actifs. Alors, en conclusion, je te conclue tout de suite. Donc ce scénario d'une vieillesse heureuse nous paraît avoir des vertus tout à fait exceptionnelles vis-à-vis de l'emploi, vis-à-vis de la productivité, vis-à-vis de l'innovation, mais un défaut majeur et pourrait devenir un cauchemar économique pour les actifs s'il reposait que sur les actifs. D'où l'idée de l'envisager que si effectivement on regarde du côté de la taxation des plus de 50-55 ans, que ce soit sur les revenus ou sur les patrimoines.
Merci Alain, ce fut très concis et précis. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jean-Pierre Wittmer, président de HSBC Assurance, qui aura un point de vue peut-être plus opérationnel que votre point de vue théorique, Alain. Bonjour, alors au risque de vous surprendre, puisque moi je suis l'assureur de la bande, je ne vais pas vous dépresser, si je puis m'exprimer ainsi, en vous parlant de financement des retraites ou de dépendance, parce que je considère qu'effectivement on utilise plutôt des termes anxiogènes pour la vieillesse, alors que c'est une excellente nouvelle. On a un allongement de la durée de la vie, on est plutôt en bonne santé, on est plutôt actif et on est plutôt bon vivant. Donc il faut utiliser cette manne extraordinaire et je vais essayer de vous démontrer que finalement on a déjà dans la situation d'une vieillesse et des seniors heureux parce qu'ils sont actifs, parce qu'ils sont en bonne santé et parce qu'ils ont un apport à la société extraordinaire. Donc je voudrais d'abord sortir un certain nombre d'idées préconçues sur le thème il faut opposer les jeunes et les vieux. En fait, c'est pas du tout opposable. Ils ont tous les deux leurs utilités et les seniors tels qu'on les a aujourd'hui sont extrêmement utiles, d'autant plus qu'ils sont de plus en plus nombreux. Si vous donnez un chiffre à l'horizon de 2050, une personne sur trois aura plus de 65 ans en France et dans le monde, c'est à peu près 15% des gens qui ont plus de 65 ans. Donc on voit que se passer de cette partie de la population, c'est assez utopique. Donc comment est-ce qu'on peut constater qu'ils sont effectivement au cœur de la société et extrêmement actifs ? D'abord, dans les flux intergénérationnels, on va parler un peu de financement. Vous apercevez, d'après des études en particulier du CREDOC, que finalement 12% des revenus des 60-75 ans est en flux intergénérationnel, c'est-à-dire vers leurs descendants, ce qui est absolument énorme. Donc de toute façon, même si effectivement ils sont plutôt aisés dans le terme de représentation de patrimoine, ils font un effort tout à fait conséquent vers les autres générations. Donc premier soutien, ils sont indispensables. J'y reviendrai aussi. Deuxième chose, en fait, on parle souvent de pouvoir gris. Alors là, je n'y crois pas du tout, parce que la prise de pouvoir par les seniors, avant que ça se structure, ça n'arrivera pas en France. Ça arriverait un peu aux États-Unis, mais pas en France. Par contre, la matière grise des seniors, alors celle-là, il faut l'utiliser. Je vais vous donner un chiffre qu'on utilise finalement assez peu, enfin quelques-uns. Aujourd'hui, en termes de auto-entrepreneurs, vous avez près de 20% des auto-entrepreneurs qui ont plus de 60 ans. Vous regardez les moins de 30 ans, il y en a 16%. Alors vous allez me dire, oui, bah, ils sont tous sortis, ils mettent tous leur petite entreprise pour faire du conseil. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est la principale activité des auto-entrepreneurs, c'est d'abord le conseil. Mais le conseil, c'est quand même de la matière grise qu'on met à disposition des entreprises. Et c'est là où on assiste à un phénomène tout à fait intéressant, c'est que vous avez l'émergence de sociétés, en particulier Your-Encore aux États-Unis ou Expert Connect en France, qui utilisent finalement des seniors qui ont été sortis de leur entreprise pour les utiliser sur des missions de conseil vers les dites entreprises. Alors on parle de petites entreprises, hein, Procter & Gamble, Boeing, Areva, ce genre de petites choses, hein, c'est assez confidentiel. Et donc, finalement, ces entreprises sont prêtes à payer au prix fort les seniors qu'ils viennent de sortir. Et tenez-vous bien, un des sujets majeurs sur lesquels on met ces seniors, c'est l'innovation. Donc finalement, on utilise des seniors que l'on considère comme obsolètes, ayant fait leur temps, etc., pour aller vers le développement, l'innovation, et finalement utiliser leur expérience et leur sagesse pour des choses qui sont tout à fait novatrices. Et donc on voit bien qu'on a une image en tête qui n'est pas du tout la réalité, Je parlais... HSBC ? Non, mais vous dites le contraire de ce qu'a dit votre collègue ce matin. C'est pas grave, comme quoi il y a le pluridisciplinarité dans les grands groupes, c'est normal. Il faut que tout le monde s'exprime. Mais moi, je suis l'assureur. Allez, économiste. Bon. Non, je reviens sur ce décalage entre les seniors et les juniors. On a en France pâti, et on pâtit encore, de tout ce process de pré-retraite où on s'est dit, finalement, je sors les vieux pour mettre les jeunes, et tout cela va aller bien. Sauf que c'est complètement faux. On s'aperçoit que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ça marche, et c'est d'ailleurs dans l'autre sens. Finalement, quand vous regardez les études de sociologues, en particulier d'Anne-Marie Guillemard, qui a travaillé sur des données danoises en particulier, vous apercevez que vous avez un cercle vertueux dans l'autre sens. C'est-à-dire que les pays, en particulier nordiques, qui ont travaillé sur des politiques d'emploi, en particulier pour favoriser les seniors, ont eu un effet positif, bien évidemment, sur les seniors, mais également sur les juniors. Et donc, en France, où aujourd'hui on a un taux d'emploi qui est extrêmement bas, à la fois sur les seniors et sur les juniors, on ferait peut-être bien de regarder un petit peu nos pays nordiques, qui eux ont un taux d'emploi
finalement plutôt bien sur les seniors et également sur les juniors. Donc il faut absolument investir sur les seniors parce qu'il y a une corrélation positive. Je vais, pour rester dans les temps, à l'essentiel. Comment est-ce qu'on fait? Une piste, le tutorat. Alors là, et je ne sais pas si c'est après Françoise. Si, c'est Françoise après. En fait, Françoise sûrement va vous dire que pour rester en pleine forme, il faut transmettre. Or, l'une des transmissions qu'on peut faire, c'est celle de son savoir. Et une façon de transmettre à l'intérieur de la société et utiliser nos seniors encore plus, c'est la transmission, c'est le tutorat. C'est une des pistes. Elle est encore insuffisamment utilisée. Or, quand elle est bien utilisée, c'est très efficace. Un tutorat ne fonctionne que, 1, si on forme la personne qui va tutorer. On n'est pas tous des très bons pédagogues. Il faut pouvoir s'entraîner. Il faut pouvoir valoriser cette fonction. 2, ça marche si c'est dans les doubles sens. C'est-à-dire que c'est le senior qui apporte son expérience et le junior va apporter les nouvelles technologies. S'il y a un échange win-win, ça fonctionne. Et je crois effectivement que nos seniors sont tout à fait prêts à jouer ce jeu. Troisièmement, pouvoir utiliser, avec l'âge, on n'a peut-être pas envie tous les jours de sortir de la tranchée, sabre au clair, avec ses troupes derrière, en disant, surtout en ce moment, en disant, si, on va conquérir le monde. Être un peu sur les back-office et dire, les petits gars, vous allez sortir de la tranchée, mais je vais vous expliquer comment on sort de la tranchée, c'est pas mal non plus, et ça doit être valorisé, parce qu'il y a une façon de sortir de la tranchée, surtout en ce moment. Dernier point, et j'en aurai fini, je crois que nos seniors ont évolué et continuent à évoluer. Il faut absolument que nous évoluions aussi dans la façon de concevoir le rôle des seniors au sein de nos sociétés. Merci. Merci Monsieur Widmer, ce fut concis et encore plus précis pour le coup, et vous avez parfaitement introduit Madame Forette. Donc je passe la parole à Madame Françoise Forette, professeure de médecine à l'Université Paris 5 et directeur de la Fondation nationale de gérontologie, qui va traiter des conditions d'une vieillesse heureuse. Alors oui, on m'a demandé les conditions d'une vieillesse heureuse. C'est la première fois qu'on me fait ce coup-là. On m'a demandé de parler de beaucoup de choses, mais pas de bonheur. C'est quand même essentiellement subjectif. Alors on m'a demandé les conditions, on va essayer de réfléchir. Si on réfléchit, on peut se dire que les conditions, c'est d'abord un état de santé satisfaisant, d'où l'importance de la prévention. Deuxièmement, une autonomie financière, et je voudrais dire à messieurs les économistes, faites-nous des vieillards pauvres avec toutes vos théories, et vous nous ferez des vieillards malades. Qui ne seront pas heureux, mais qui seront malades. Il y a une corrélation entre les deux. Troisièmement, des liens familiaux chaleureux, c'est peut-être le plus important. Une image positive du vieillissement, et à part Jean-Pierre, on est mal barré en France. Un rôle dans la société, c'est exactement ce qu'il a dit. Et enfin, la responsabilité personnelle de son destin, et particulièrement de son lieu de vie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, la majorité des Français voudraient vieillir chez eux. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font. 90% des personnes de plus de 60 ans vivent chez elles. 90% jusqu'à 90 ans. Alors, d'abord, le niveau de satisfaction dans la vie. Est-ce qu'on est heureux à tous les âges? Alors, cette courbe est intéressante. On voit qu'on est heureux à 25 ans. Après ça diminue. Ça diminue jusqu'à 45 ans. Et on est de nouveau heureux jusqu'à 70 ans, 75 ans. C'est après 80 ans que les choses se compliquent un tout petit peu. Mais ça, c'est probablement et essentiellement lié aux problèmes de santé. Avoir une maladie d'Alzheimer, ça ne rend pas heureux. Alors que plus jeune, c'est probablement les difficultés du travail et les conditions socio-économiques. Alors, nous avons élaboré certaines conditions pour être heureux. Qu'en est-il en réalité? Et vous voyez ce sondage qui a été fait dans plein de pays, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ce que considèrent les gens. Et ils ont raison. Il faut conserver son autonomie physique, être capable de vivre chez soi. C'est ce que disent les gens dans tous les pays, les Français en particulier. Il faut conserver ses facultés intellectuelles. Et on va voir à quel point le travail est important. Il faut avoir un minimum de ressources. Il faut être entouré par ceux qu'on aime. Et enfin, continuer à avoir une vie sociale et des amis. Donc on tombe pile exactement dans ce que l'on peut, simplement par bon sens, soupçonner. C'est ce que pense la majorité des gens. Conserver son autonomie, c'est-à-dire avoir une bonne santé. Alors la santé d'abord passe par le style de vie, on le sait. Et ce qui est important probablement, c'est l'éducation tout au long de la vie. L'activité physique, l'activité intellectuelle, etc. Chacun connaît ça. Ça veut dire que c'est le style de vie.
Quand on voit ce fameux sondage, eh ben on voit exactement la même chose. Les gens savent ce qu'il faut faire. Je trouve ça formidable. La première chose qu'ils mettent, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Deuxièmement, pratiquer une activité physique. Alors là, en France, l'activité physique, c'est moins qu'ailleurs. Hein. Oh, ben, les Anglais sont pas tellement mieux. Faire des bilans de santé ou des dépistages, s'informer sur sa santé, c'est absolument capital. Bien se soigner quand on est malade, etc., etc. Donc on voit que c'est ce que pense la majorité des gens dans tous les pays. Donc il faut, nous, y attacher de l'importance. Le problème de la santé, c'est que ça dépend de la prévention. C'est l'affaire de toute une vie. Ça doit commencer dès l'âge le plus jeune, avant 20 ans, et ça doit être continué jusqu'à l'âge le plus avancé. Mais le problème, c'est que l'adhésion au principe de prévention, ça dépend du niveau d'éducation. Hein, c'est le niveau d'éducation qui compte, ce n'est pas la pénibilité du travail en particulier. Et le seul moyen d'éviter les inégalités de santé qui en découlent, c'est de proposer des programmes de prévention dans l'entreprise sur le temps de travail. Parce qu'on a beaucoup s'intéresser à la prévention, c'est pas le soir en rentrant du boulot qu'on va se mettre sur le site de l'INPES, remarquable site. C'est pas pendant le week-end qu'on va se mettre sur le site de l'INPES. Quels sont ceux d'entre vous qui ont déjà été sur le site de l'INPES? Parlez pas tous à la fois. C'est dire à quel point il faut apporter. Ah, Jean-Pierre, oui. Oui. Jean-Pierre, oui. C'est dire à quel point il faut apporter la prévention dans les lieux où les gens sont capables de l'entendre. La prévention, ça doit d'abord réduire les inégalités. La population française est en bonne santé. Hein. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure, au fond de la population dépendante, tout à l'heure. Il n'y a que 6%, mettons 7% de la population de plus de 60 ans qui est dépendante. Donc le reste, c'est 93% de personnes qui sont autonomes. Malheureusement, comme vous le voyez, il y a une inégalité majeure entre les différentes couches socio-professionnelles. Et encore maintenant, en 2011, il y a 7 ans de différence d'espérance moyenne de vie et de morbidité, d'ailleurs, hein, c'est pareil, entre les ouvriers, par exemple, et les cadres ou les professions libérales. Pour nous, les femmes, c'est moins, hein, parce que nous, on résiste à tout, même à la catégorie socio-professionnelle. On sait que l'origine sociale, le niveau d'éducation, les modes de vie sont les canaux de transmission des inégalités de santé, donc de diminution de la qualité de la vie à tous les âges. Ça, il faut absolument s'accrocher à ça. Je ne vous dis pas, il y a un fort gradient de santé lié au niveau d'éducation. Donc il faut s'intéresser à élever le niveau d'éducation de l'ensemble de la population, et en particulier le niveau d'éducation sanitaire qui porte la prévention. C'est pour ça que nous, on a mis sur pied un projet de recherche auquel Jean-Pierre participe, qui s'appelle EBS, c'est Entreprise en bonne santé, qui est un projet de recherche qui vise à démontrer aux employeurs et au pouvoir public qu'un programme de prévention de la santé effectué en entreprise peut accroître la culture sanitaire de l'ensemble de la population, et pas seulement les couches éclairées de la population qui font tout bien. Et deuxièmement, changer les comportements, améliorer le bien-être et changer l'image de l'entreprise. Si on veut que les gens travaillent plus longtemps, il faut qu'ils soient heureux dans l'entreprise, qu'ils s'y sentent bien. Donc ça me paraît essentiel, et pour les travailleurs et pour les chefs d'entreprise, à bon entendeur, salut. Le maintien de l'activité, c'est probablement la meilleure prévention et le meilleur facteur d'insertion sociale dans toutes les générations. C'est ce que Jean-Pierre a dit avec beaucoup, beaucoup de talent. Il faut travailler plus longtemps. Or, vous voyez ce qui se passe en France. Moi, j'aime beaucoup ces deux courbes. Vous avez en rouge l'augmentation de l'espérance moyenne de vie. Formidable en France. 81,5 tous sexes confondus. C'est une des meilleures au monde, après le Japon. Et vous avez en bas la courbe de cessation d'activité. Cette divergence des courbes, il n'y a qu'en France qu'on la voit. Donc c'est absolument incroyable. Et pour reprendre aussi ce que disait Jean-Pierre, on aurait dû se concerter. Quand on voit les taux d'emploi, par exemple, en France et en Suède, on voit que les Suédois, 55-64 ans, 70% de taux d'emploi, 39% en France, ça augmente. Alors si on voit après 65 ans, je crois qu'il y en a encore 17% en Suède, il y en a 0% en France, ou 1,000. Donc vous voyez qu'on n'est pas très très bien sur le plan de la promotion du travail. Et pourtant, on sait que toutes les formes d'activité réduisent la mortalité, augmentent l'espérance moyenne de vie et augmentent le bonheur de vie, finalement. Toutes les formes d'activité. Physique, de loisirs, professionnels, engagement social. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes ces études parce que ce serait trop long. On a maintenant un certain nombre d'études absolument fabuleuses. La première étude de Lupton, qui est une équipe anglaise très remarquable, qui a très bien démontré que plus l'âge de la retraite est tardif, plus le début de la maladie d'Alzheimer est retardé. Alors, ça ne prévient pas le dépôt des lésions au niveau du cerveau, mais ça constitue une réserve cognitive qui est tellement importante que les symptômes apparaissent plus tard.
l'étude américaine HRS, Health and Retirement Study, la très belle étude que vous connaissez, Cher, ont démontré aussi un effet négatif, significatif et quantitativement comparable de la retraite sur le fonctionnement cognitif. Alors, ces résultats suggèrent que la participation active des seniors peut non seulement assurer la pérennité des systèmes de retraite, ce qui n'est pas un mince avantage, mais aussi avoir des effets positifs sur la santé et influer éventuellement les dépenses de soins. Donc on a tous les avantages, on dépense moins pour les soins et on pérennise les systèmes de retraite auxquels on est attaché. Et pour ça, il faut bien évidemment qu'on puisse permettre aux gens de travailler. Alors nous faisons une étude à l'heure actuelle qu'on appelle l'étude Orlando, dont l'objectif est de démontrer sur un beaucoup plus grand échantillon, 35 000 retraités, si la stimulation cognitive induite par la durée professionnelle plus longue permet de retarder l'entrée clinique dans la maladie d'Alzheimer. On utilise les bases de données du RSI qui gèrent à la fois la maladie et la retraite, qui va nous permettre de croiser les données. Parce que ça nous semble une donnée essentielle. Alors, le réseau social, c'est capital. Les personnes qui vivent seules sans amis ont plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer. L'activité de loisirs, c'est très important aussi. Si vous jouez aux cartes, allez à des expositions, allez au théâtre, bricoler, ça diminue de 50% les séances de la démence par rapport à ceux qui le font qu'une fois par semaine ou pas du tout. Et je voudrais terminer sur cette diapo, qui est une diapo qui voit le retentissement de l'optimisme. Très belle étude, très belle étude néerlandaise, la Zuften Study, une cohorte qui a été suivie longtemps. Et ils ont trié leur population optimiste et pessimiste grâce à des échelles. C'est très facile à faire. Ils les ont suivis pendant 15 ans. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait une diminution de 40% de la mortalité cardiovasculaire chez les optimistes comparé aux pessimistes. Alors, messieurs les économistes, je vous en prie, ne nous bassinez pas avec des données catastrophiques. Plus la population sera optimiste, et je pense que c'est possible, meilleur on va se porter. Donc, ce qu'il faut... c'est promouvoir la santé, et moi je crois fermement dans la prévention d'entreprise, promouvoir massivement le maintien dans l'emploi des plus de 50 ans, changer la mentalité des employeurs et des employés, changer les conditions de travail et prolonger la vie professionnelle au-delà de 60 ans. Merci de votre attention. Merci Madame Forette, Madame la professeure, pour ce constat extrêmement finement circonstancié d'une vieillesse heureuse. Je vais maintenant... Je vais maintenant passer la parole à Madame Schuan qui va nous parler notamment de ce qui se trouve dans son excellent ouvrage Vivre un siècle qui est paru aux éditions Descartes. Madame Schuan. Merci. Et donc c'est le premier d'une collection qu'on ouvre, une collection de la chaire Transition démographique. Voilà, on y va. Voilà. Ça commence. Ça râle et je l'entends. Donc c'est le premier, j'articule pour Jean-Hervé. Donc c'est le... En face du micro. Il faut parler sur le micro. Il fonctionne ou pas? Je ne sais pas. Si, il a l'air de fonctionner. Donc, Vivre un siècle, c'est le premier ouvrage de la collection de la chaire Transition démographique qu'on ouvre. Et un deuxième va paraître sur les 4 scénarios économiques pour la France et un troisième pour une protection sociale durable avec les travaux menés par Lionel et l'Institut Montparnasse. Donc, je vais démarrer par une affirmation. La vieillesse en soi n'existe pas. Tout est une affaire de représentation. Les 10 années supplémentaires qu'on a gagnées en 40 ans ouvrent de nouvelles perspectives. La vieillesse n'est ni linéaire, ni absolue. Elle n'a d'existence que dans son rapport aux autres. Et l'âge n'en est qu'un indicateur très relatif. En fait, la vieillesse peut se décliner sous différentes figures représentées par un même personnage. Sénex. Sénex signifie sénile, mais aussi senior, qui signifie seigneur. Donc celle de Sénex, un peu sénile, d'une grande fragilité physique, dépendant d'autrui, que ce soit de sa famille, des proches ou à défaut de l'assistance publique. Un vieillard usé par le temps, mais surtout par des conditions de travail difficiles qui ont nécessité de l'endurance physique et ont détruit sa santé. Donc il a le droit à une retraite en compensation d'une vie de travail. Il y a aujourd'hui une autre figure de la vieillesse qui émerge, qui est celle de senior, le seigneur, qui est un personnage plutôt en bonne santé, soucieux des siens, exerçant un métier épanouissant, souvent intellectuel, et aujourd'hui contributeur plus que bénéficiaire de la solidarité nationale. Donc l'histoire de senior est celle d'une vieillesse heureuse. Il sera peut-être centenaire, voire plus. Donc dans ces histoires de Sénex, passé et présent s'entremêlent autour d'une promesse, en fait, celle d'une vieillesse heureuse. C'est donc à la question de la place des Sénex dans la société qu'il nous est demandé de répondre aujourd'hui. Donc cette révolution silencieuse de la longévité, comme l'a rappelé Françoise Forette,
interroge en fait notre répartition simpliste des temps de la vie. Jeunesse, âge adulte, vieillesse et grand âge, avec leurs composantes sociales, qui sont l'éducation, le travail, la retraite et aujourd'hui la dépendance. Elle nous oblige à réinventer ou actualiser les histoires de Sénex que nous nous racontons, à imaginer toujours de nouvelles solidarités qui répondent aux besoins d'une société plus hétérogène, où ce qui caractérise Sénex, c'est plus son âge, mais son histoire et son parcours de vie. Donc elle remet au centre la question du projet de société. Donc apprivoiser la vieillesse contemporaine, c'est d'abord prendre en compte la nouvelle forme de vieillesse. On vit aujourd'hui plus longtemps. La vieillesse contemporaine se caractérise par un nombre impressionnant de centenaires. On compte aujourd'hui 15 000 centenaires en France, 200 000 en 2060, si on en croit les projections de l'INED. Ce qui signifie qu'un quart des centenaires d'aujourd'hui, des cinquantenaires d'aujourd'hui, parviendra à l'âge de 100 ans. Et un enfant sur deux qui naît aujourd'hui sera peut-être centenaire. Et les seniors sont aujourd'hui plus nombreux que les jeunes. Les plus de 60 ans sont aujourd'hui aussi nombreux que les moins de 20 ans, soit près de 15 millions, et leur nombre ira croissant pour représenter près de 30% de la population en 2030, comme Luc l'a rappelé ce matin. D'où l'angoisse des jeunes adultes à vivre dans une société de vieux. La vieillesse contemporaine est une révolution silencieuse de la longévité. Donc, depuis un siècle, l'âge moyen de survenue des maladies chroniques a reculé d'environ 10 ans. Pour prendre en compte les progrès de la médecine et surtout le contexte et l'époque dans laquelle on vit, on considère généralement l'indicateur des 10 années restant à vivre. Donc, selon ce marqueur de la vieillesse, le nombre de vieux serait passé de 6% au début du siècle à 5% à la fin du XXe siècle. Donc, sans s'en apercevoir, la France n'aurait donc pas vieilli, elle aurait même rajeuni. Donc, cette révolution silencieuse de la longévité donne naissance à un quatrième âge et autorise la cohabitation de 4 à 5 générations. Donc, les vieux ne sont plus séniles mais seniors et les vieillards séniles ne sont plus que des dépendants. De là naît cette nouvelle exigence de nos sociétés vieillissantes qui sont vivre vieux et être heureux. Donc, que masque cette révolution silencieuse de la longévité? Donc, du point de vue des solidarités, la révolution de la longévité nous oblige à redéfinir les catégories et les âges du vivre ensemble. Donc, la vieillesse ne se vit plus uniquement selon l'âge, de manière linéaire et uniforme, l'âge définissant le statut, retraité, actif, jeune. L'âge a perdu de son sens statutaire. L'évolution de l'âge légal de la retraite l'illustre avec la réforme. Il n'y a plus un âge légal, mais des âges légaux selon les générations. Donc la simplicité binaire d'autrefois qui associait l'âge et le statut avec la retraite unique à 60 ou 65 ans est en passe de devenir un souvenir. Les Français n'en veulent plus. Ils sont réticents au principe d'une retraite obligatoire à un âge prédéterminé et souhaitent prendre, pour la grande majorité d'entre eux, choisir de travailler aussi longtemps qu'ils le souhaitent, donc avoir un âge flexible. Donc ils veulent être à la retraite et continuer à travailler, être actifs retraités, être actifs oisifs, voyageurs, consommateurs, rentiers, investisseurs. En résumé, ils veulent tout. Ils ont tout et sont partout. Donc ils ont des revenus et un patrimoine. 70% d'entre eux disposent d'une retraite moyenne de 1 200 € par mois. Et 7 millions de ménages retraités, soit à peu près 70% des retraités, sont propriétaires d'au moins un bien immobilier d'une valeur moyenne de 200 000 à 250 000 €. Donc ils représentent par ailleurs une grande partie des dépenses passives, comme l'a rappelé Luc. Les plus de 60 ans captaient 20% du PIB en 2008, dont 13% en rente retraite et 5% en dépenses santé. Ils représentent aujourd'hui donc 30% ils représenteront 30% de la population totale en 2030, soit 45% des votants. Donc aujourd'hui, on observe déjà sur certains territoires, notamment, comme on l'a vu ce matin, le long des côtes et au centre de la France, des territoires largement grisonnants. Ils représentent un électorat de retraités qui ont des demandes d'aménité très particulières et réorientent, en tout cas au niveau des territoires, les dépenses publiques en faveur des services de crèche, en défaveur des services de crèche et des zones d'activité, le contraire aurait été étonnant, au profit d'investissements sanitaires et sécuritaires. Donc d'où le sentiment d'une grande inéquité qui crée des tensions entre les générations. Entre les jeunes générations qui ont connu le chômage de masse, ont perdu confiance en l'État et estiment qu'ils ne peuvent rien en attendre, et les retraités qui ont confiance en l'avenir et veulent croire encore aux promesses de l'État-providence, estimant qu'elles ont tout donné et qu'elles méritent en retour de tout recevoir. Donc, si l'État reste le garant des solidarités et son premier pourvoyeur, il existe néanmoins d'autres formes de solidarité. On peut compter sur sa famille, sur son patrimoine immobilier et financier, auquel on peut ajouter aussi le temps passé à s'occuper des uns et des autres. Mais au final, si les solidarités familiales réduisent les inégalités intergénérationnelles, elles contribuent néanmoins à la reproduction des inégalités sociales. Néanmoins, les grandes lignes macroéconomiques sont claires. La génération des baby-boomers sont plus riches que les générations précédentes. Alors, comme l'a dit Alain,
Peut-être qu'il suffirait de prendre aux baby-boomers pour financer les risques vieillesse. C'est une question qu'on peut se poser. Mais la question des solidarités aujourd'hui est beaucoup plus complexe. Premièrement, parce que la forme du contrat social a changé. Il n'y a plus d'emploi à vie. La jeunesse et les jeunes adultes ne veulent plus ou ne croient plus en la promesse de l'État-providence, ni du droit à la retraite, en tout cas celle du repos compensateur en récompense d'une vie au travail. Deuxièmement, parce que les catégories ne sont plus figées, elles sont mouvantes. Le vieux, entre guillemets, n'est plus une catégorie. Il n'est ni forcément retraité, ni totalement actif, ni dépendant, mais pas toujours autonome, et il n'a plus le monopole de la sagesse. Mais néanmoins, il est passeur de savoir, comme l'a rappelé Jean-Pierre Widmer. Troisièmement, la vieillesse est un héritage. À l'image des individus, la vieillesse est individualisée et inégalitaire. Elle est reflet des inégalités naturelles et de l'héritage du passé, des conditions de vie à la naissance, des conditions d'accès à l'instruction, des conditions au travail, plus ou moins pénibles. Et quatrièmement, la question des inégalités sociales subsiste. Donc, il ne suffit pas de compter qui a le plus et qui a le moins. Savoir que la génération du baby-boom est une génération de privilégiés ne nous dit rien en fait sur les conditions d'égalité ni sur les exigences d'équité des nouvelles générations. Donc la vraie question c'est qu'est-ce que les générations peuvent attendre les unes des autres? Si on prend l'exemple des retraites, il y a 3 conceptions de l'équité qui peuvent servir à définir les règles de partage entre les générations. L'équité absolue, donc l'objectif est de réaliser l'égalité des niveaux de revenus entre chaque génération, c'est une égalité de statut ou de revenus. L'égalité contributive, où chaque génération reçoit en proportion de ce qu'elle a versé. C'est plutôt une version libérale de l'équité, du chacun pour soi. Et une équité qui intègre la diversité des parcours de vie et qui vise à compenser les générations qui dites seraient sacrifiées. Mais en fait, donc ces 3 conceptions nous donnent les choix possibles de l'État-providence. Mais il ne s'agit pas tant de choisir aujourd'hui que de permettre de choisir. Donc il y a une 4e voie qui est possible, une voie intermédiaire. Où il ne s'agit pas de choisir entre une égalité de statut, ni de revenus, ni une égalité de compensation, ni une équité du chacun pour soi, donc dans la version libérale. Mais ce serait plutôt une 4e voie où ce serait une équité d'égale opportunité. Donc je m'explique. Une équité qui laisse la place à la diversité des parcours, qui exige que chacun puisse se former une opinion. Mais cette équité, elle peut exister qu'au sein d'une démocratie dite active. Donc pour ceux qui ont lu Stéphane Breyer, ils comprennent. Et pour les autres, je vais essayer d'expliquer. Stéphane Breyer, qui est juge à la Cour constitutionnelle aux États-Unis. Donc c'est simplement... Bon, je ne vais pas développer parce qu'on n'a pas le temps. Mais disons que l'évolution de la ville, aujourd'hui, elle illustre bien cette nouvelle exigence d'équité et cette 4e voie possible, cette nouvelle manière de vivre ensemble. On a vu que, on l'a vu ce matin, la mobilité et l'étalement urbain distendent le lien social et favorisent une espèce d'hyper-spécialisation des territoires qui a créé des ghettos de riches, des ghettos de pauvres et qui aujourd'hui risque de créer des ghettos de vieux. Le développement de la voiture, la construction des routes a permis l'étalement urbain et la création des villes nouvelles et émergentes. La conséquence en a été la création de ce flux mécanique d'individus, de la voiture et des individus vers les banlieues. Et la solidarité aujourd'hui, elle est à l'image de cet étalement urbain. C'est une espèce de solidarité mécanique, de compensation, où on ne décide pas en fait. Donc c'est une solidarité qui catégorise, puisqu'elle décide, voilà, en fonction de l'âge, du statut, si on est jeune, actif, retraité, donc dépendant ou producteur, entre guillemets. Et donc il n'y a pas le développement de ce qu'on appelait les ghettos de vieux, ce qui aux États-Unis existe sous le nom des Sun Cities, ou qui commence à émerger en France sous le nom des seigneuriales. Donc c'est ce que certains appellent des ghettos de vieux. Et en fait, le développement des Sun Cities, ça pose la question du choix. Mais il ne faut pas oublier que c'est une réponse aux souhaits des retraités. Que c'est des seniors qui ont souhaité aller chercher ailleurs du lien social qu'ils ne trouvaient pas dans la vraie ville, la ville haussmannienne telle qu'on l'entend. Donc ils y trouvent une autre forme de lien social. Donc il n'y a pas une seule manière de créer du lien social. Les villes émergentes, comme les seigneuriales, peuvent être aussi de la vraie ville, comme la ville haussmannienne. Et je conclus. Donc il ne faut pas oublier que ce sont les gens et leur mode de vie qui font la ville et non l'inverse. Donc apprivoiser la vieillesse contemporaine, c'est permettre aux individus âgés d'un certain âge, à chaque génération donc, de s'approprier la ville, de la réinventer par leurs usages, des lieux et par les rencontres, de la même manière qu'un projet politique se mesure à sa capacité de donner à la société les moyens d'inventer par elle-même de nouvelles manières de vivre ensemble. Donc l'exigence d'équité qui est en fait celle, enfin je parle en mon nom et un peu de ma génération, c'est de construire un dialogue sur des bases saines. Donc ça oblige aussi à réhabiliter les statistiques et les expertises.
Donc c'est construire le consensus sur des bases qui soient claires, et c'est surtout permettre à chacun de choisir et de se former une opinion. Et ça demande du débat. C'est ce qu'on essaye de faire au sein de la chaire. Merci. Merci Hélène, qui, je le rappelle, est directrice de la chaire scientifique de la chaire Transition démographique, Transition économique, de nous avoir livré une approche philosophique, sociologique, avec une ouverture politique assez optimiste finalement sur le vieillissement contemporain. Je vais maintenant laisser la parole à monsieur Jean-Michel Charpin, ancien directeur de l'INSEE et inspecteur général des finances, qui va nous parler du coût du bien vieillir. Merci, oui, je vais vous parler des questions de coût et de financement. Par nature, ce ne sont pas les questions les plus désopilantes. Je m'en excuse auprès de Françoise Forest à l'avance. Ces questions ont joué un rôle très important, parfois même écrasant dans les débats sur la retraite et sur la dépendance. C'était justifié à certains égards parce que ça concerne des masses considérables et ça organise des flux de revenus, des transferts qui sont aussi de très, très grande amplitude. Par moments, assez souvent même, ça a pris un ton un peu dramatisant qui a été justifié à certaines époques parce qu'il y a eu un moment où la France avait pris beaucoup de retard dans le traitement de ces questions. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce que la France a mis en œuvre des réformes très ambitieuses de son système de retraite. J'y reviendrai. Et aujourd'hui, il n'y a urgence ni à en faire plus, ni à les défaire. Et donc, pour prendre les nouvelles décisions, on peut prendre un peu le temps de réfléchir et de discuter. Est-ce que je peux avoir le slide ? Oui. Je vais regarder sur mes papiers quand même, parce que là, avec l'angle que j'ai, je ne vois pas bien. Donc je vais d'abord parler des retraites, et ensuite je parlerai de la dépendance. Pour les retraites, d'abord j'ai mis dans le premier slide ce qui est acquis. Ce qui est acquis, c'est la loi Fillon de 2003, qui a posé le principe fondamental de la proportionnalité de la durée de cotisation nécessaire pour le taux plein à l'espérance de vie en retraite. À ce titre, cette durée de cotisation vient d'être portée cet été à 41,5 ans pour la cohorte née en 1955. C'est un principe dont il échappe à personne qu'il est extrêmement puissant. Et d'ailleurs, assez justifié quand on y réfléchit. Le corps avait calculé que si on continuait à l'appliquer, et compte tenu de ce que sont aujourd'hui les prévisions d'espérance de vie, ça conduirait à une durée pour le taux plein de 43,5 ans en 2050. Ceux qui prendront leur retraite en 2050, vous voyez, c'est ceux qui viennent juste d'entrer sur le marché du travail. On sait qu'ils ont commencé à cotiser à un peu plus de 22 ans en moyenne. Donc vous voyez, ça vous fait en 2050 des âges pour le taux plein qui sont un peu supérieurs à 65 ans, ce qui, après tout, correspond à ce qui a été organisé dans la plupart des autres pays. La loi Fillon a par ailleurs établi un système cohérent de décote sur cote qui correspond quasiment à la neutralité actuarielle à la marge, ce qui est la condition pour permettre des arbitrages rationnels des individus. Depuis 10 ans, les taux d'emploi des seniors augmentent. C'est quelque chose qui est souvent mal perçu parce que la France partait de très très bas. Donc, en comparaison internationale, elle reste, disons, à des niveaux qui ne sont pas extrêmement élevés, qui sont même encore assez médiocres. Mais quand vous voyez la différence entre les taux qu'il y a aujourd'hui avec ce qu'il y avait il y a 10 ans, c'est une augmentation absolument considérable. Vous voyez, dans la tranche 60-65 ans, avoir des taux d'emploi de l'ordre de 20% par rapport aux standards internationaux, ça reste assez médiocre, sauf qu'il y a 10 ans, c'était 10%. Donc, c'est une augmentation considérable, ce qui veut dire d'ailleurs que toutes ces réformes fonctionnent, leurs incitations fonctionnent. Fin 2007, ces réformes ont été étendues aux régimes spéciaux. Deuxième catégorie, toujours sur les retraites, ce qui est encore en balance. Mon premier boulette, comme on dit, correspond plus à l'hypothèse d'un changement de majorité au printemps prochain, et le deuxième boulette, plutôt à la reconduction de la majorité actuelle. Donc ce qui est encore en balance, c'est que, comme vous savez, la loi de 2010 a prévu un décalage de 2 ans des bornes d'âge, et notamment le passage progressif à 62 ans de l'âge minimal de liquidation. Cette loi reste contestée et son vote a été mal vécu par la plupart des syndicats,
D'où le risque élevé qu'en cas de changement de majorité parlementaire au printemps prochain, il y ait des remises en cause des réformes qui ont été opérées. Et après tout, pourquoi pas sur certains points. Mon seul souhait, c'est que ceci ne soit pas fait de façon brutale et amateuriste. Comme je le disais, il n'y a pas d'urgence dans ce sens-là non plus. Donc on peut parfaitement se laisser le temps de réfléchir et de discuter. Dans l'hypothèse politique inverse, on verra probablement réapparaître le débat sur l'introduction d'une dose de capitalisation. Et là, après tout, pourquoi pas, bien que ce soit rendu difficile par deux circonstances. La première, c'est que la finance n'a pas très bonne presse et que les marchés boursiers sont médiocres. Alors le fait qu'ils soient médiocres, on pourrait dire ça leur laisse de la marge pour monter, mais c'est pas comme ça que les gens raisonnent. Et puis alors, plus sérieusement, quand on introduit de la capitalisation, inévitablement, ça veut dire qu'il faut cotiser à la fois pour les retraités d'aujourd'hui et pour les retraités de demain. Et dans une période où la répartition des revenus est très tendue, comme c'est le cas aujourd'hui, ça serait extrêmement difficile d'obtenir des cotisants qui cotisent doublement. Troisième catégorie, ce qui reste à faire, parce qu'il reste quand même des choses à faire, le vieillissement de la génération du baby-boom, c'est un phénomène très particulier qui entraîne une dégradation continue des comptes des régimes de retraite, toutes choses égales par ailleurs, pendant 30 ans, de 2005 à 2035. Il faut d'ailleurs penser que ça n'est pas infini, hein, comme si vous regardez les projections de l'INSEE, vous voyez bien qu'à partir de 2035, on atteint un palier qui dure de nouveau une trentaine d'années, hein, où les choses ne se détériorent plus. Mais enfin, pendant 30 ans, les choses se dégradent chaque année si on ne fait rien. Un phénomène de ce type nécessite obligatoirement un système de pilotage, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas d'accident ou d'erreur de prévision sur une période aussi longue. La loi Fillon de 2003 avait prévu un dispositif de pilotage assez perfectionné, avec des rendez-vous en 2008, 2012 et 2016, puis ensuite 2020, mais ce dispositif n'a pas marché. Il n'a pas marché, le rendez-vous de 2008 a déçu, il s'est quasiment rien passé, et on est arrivé à la fin de l'année et les gens se sont dit, il y a eu le rendez-vous, il n'y a pas eu le rendez-vous, finalement on ne savait pas tellement s'il avait eu lieu ou pas, il n'y a jamais eu de réunion qu'on a pu appeler le rendez-vous. Vous voyez, alors rendez-vous, les gens pensent qu'il y a un beau jour où avec une unité de temps, une unité de lieu, on se retrouve, on fait le rendez-vous, quoi. Il n'y a rien eu de ce type en 2008. Et puis, par contre, il y a eu un rendez-vous de 2010 qui a été organisé un peu à la hâte, du fait de la dégradation des comptes des régimes de retraite consécutifs à la crise et à la récession, et la loi de 2010 qui a été préparée, disons, dans des conditions de grande rapidité. Et puis maintenant, il n'y a plus de dispositif de pilotage, sauf la création d'un nouvel organisme qui s'appelle le Comité de pilotage des régimes de retraite, le COPILOR, qui double un peu le corps et qui se réunit depuis 6 mois, mais qui pour l'instant n'a pas montré ce qu'il s'apprêtait à produire. Donc il va falloir mettre au point un dispositif de pilotage. L'occasion en est toute trouvée, c'est que la loi de 2010 a prévu dans son article 16 une réflexion nationale, je cite la loi, sur une éventuelle réforme systémique qui doit avoir lieu au premier semestre 2013 et qui doit notamment examiner les possibilités d'organiser un pilotage plus automatique, par exemple à travers des dispositifs par points ou en compte notionnel. À mon sens, c'est une très bonne occasion de mettre sur pied un dispositif de pilotage sur la longue durée. Sur la dépendance, il faut une chose importante peut-être, les ordres de grandeur sur la dépendance, ça marche presque à tous les coups, je vous le dis, c'est à peu près 10% des ordres de grandeur sur la retraite. C'est une espèce de règle du pouce qui marche à peu près à tous les coups, mais ça veut dire que c'est des ordres de grandeur beaucoup plus faibles que ce dont on parle pour la retraite. Je vais sauter tout ce qui est projection puisqu'on me dit que j'ai plus assez de temps, encore que ça soit pas sans intérêt, mais enfin vous trouverez un excellent rapport fait par Jean-Michel Charpin, publié en juin 2011, qui vous donnera tout ce qu'il faut sur les projections. Et je passe directement à la slide après, qui est quand même la plus importante.
dépendance, qui doit financer? Parce que, disons, chiffrer ce qu'on a à financer, on sait que ça monte de toutes les façons, on sait que ça monte sur des ordres de grandeur qui ne sont pas négligeables mais qui ne sont pas considérables non plus, et puis ça dépend du système qu'on met en place, comme ça a été dit tout à l'heure. Qui doit financer? Le rapport Fragonard de juin 2011 a privilégié un statu quo institutionnel par rapport au scénario de type assurance ou sécurité sociale. Si vous lisez le rapport de Bertrand Fragonard, vous verrez d'ailleurs que ce n'est pas pour des raisons théoriques, d'ailleurs, parce que les schémas assurance ou les schémas sécurité sociale, théoriquement, tiennent tout à fait la route, mais c'est parce que il a constaté dans les interviews qu'il a menées que la société française apparemment trouvait assez bon le système d'aujourd'hui, qui est un système assez baroque, avec une forte intervention des départements, mais bon, finalement, personne ne lui disait on souhaite changer de système, donc dans ces cas-là, comme disent les Américains, si c'est pas cassé, ne le répare pas, quoi. Donc il s'est dit on reste avec le système actuel. Accessoirement, ça veut dire que c'est un système sans constitution de réserve, donc il ne nécessite pas de s'y prendre très longtemps à l'avance. Parce que si on avait fait par exemple un système d'assurance provisionnée, à ce moment-là, les réserves en question, il fallait obligatoirement les constituer. Là c'est pas la peine de le faire. Venons-en aux questions de financement dans leurs aspects générationnels. Ce que j'ai appelé dans mon slide de façon un peu rapide, mais je ne suis pas le premier à utiliser cette appellation, la génération dorée, qui est approximativement la génération des gens nés entre 1930 et 1955. Vous savez, de cette génération, toutes les courbes sur les patrimoines ou sur les revenus montrent qu'elle a bénéficié de circonstances exceptionnelles. Ce n'est pas un phénomène démographique, parce que, comme vous voyez, ça recoupe partiellement le baby-boom, mais uniquement partiellement. C'est plus âgé que le baby-boom. Ça résulte pas non plus de la cupidité particulière de cette génération, c'est une suite de hasards de la vie économique et sociale française qui a fait que cette génération s'est trouvée extrêmement favorisée, à la fois par rapport à celle qui l'a précédée, et par rapport à celle qui suivait. Alors il y a un aspect délicat, un peu éthique dans les réformes de la dépendance, qui est de se dire c'est quand même un peu fort que cette génération qui, à toutes les étapes de sa vie, a bénéficié de transferts provenant des autres générations, maintenant que sa partie la plus âgée, ceux qui sont nés en 1930 ou ces années-là, maintenant qu'elle arrive à la dépendance, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas faire un système à la Scandinave. Vous voyez, c'est quand même un peu fort, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'une fois de plus, elle va obtenir des transferts à son bénéfice juste à ce moment-là? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait il y a 20 ans ou dans 20 ans? Pourquoi? Bon, c'est assez mystérieux, mais il y a un problème qui est quand même délicat. Le débat sur le financement est ouvert à ce stade. Je dirais, comme pour les retraites, il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. C'est à partir disons, de 2025, grosso modo, que la situation financière de la dépendance devient vraiment délicate. C'est la première génération du baby-boom, c'est 1946. Comme on le sait, elle a atteint 60 ans en 2006, d'où le problème des retraites. Elle atteindra 80 ans en 2026. Donc c'est à partir, disons, de 2025, 2026, 2027 que les coûts auront tendance à augmenter fortement. Donc on a là aussi un peu le temps de réfléchir. Pour conclure et pour terminer, je dirais qu'en ce qui me concerne, je n'ai pas de souci pour la vieillesse heureuse, tout va bien pour eux, merci, mais j'ai plus de soucis pour les générations qui suivent, aussi bien pour les jeunes que pour les actifs. Merci Monsieur Charpin de nous avoir fait prendre une hauteur pragmatique et hautement institutionnelle sur la question d'une vieillesse heureuse. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour faire circuler la parole dans la salle. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions? Monsieur au fond. Bienvenue pour ici. Tiens. Comment? Monsieur? Bonjour, Éric Demolly, Société Mercer. Je pense qu'on peut se livrer un exercice de synthèse entre ce qu'a dit M. Widmer cet après-midi et ce qu'a dit Mme Mathilde Lemoine ce matin. Il y a un exercice de synthèse cohérent. Donc M. Widmer nous dit que 20% des auto-entrepreneurs ont plus de 60 ans, que les grandes entreprises vont chercher les auto-entrepreneurs pour leur capacité d'innovation,
Et Madame Mathilde Lemoine nous dit qu'une des façons de majorer le taux d'emploi des personnes en âge de travailler, ce serait notamment d'avoir une courbe des salaires en cloche, c'est-à-dire que les plus de 55 ans ou plus de 60 ans acceptent une perte de salaire. Bon. Donc ce que l'on voit, c'est que les entreprises sont preneurs de la capacité d'innovation des seniors. Et ce que l'on voit également, c'est qu'en l'état, je dirais, du dialogue social dans les entreprises à l'heure actuelle, la baisse de salaire à partir d'un certain âge, donc liée à une éventuelle baisse de productivité, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. Donc partant de là, alors je croise également avec ce que dit Madame Forette, c'est que plus on reste dans l'entreprise, c'est-à-dire que plus on reste actif au minimum intellectuellement et éventuellement physiquement, plus on repousse, je dirais, le spectre de la dépendance. Partant de là, ce que je pense profondément, c'est qu'il y a une énorme pédagogie à développer au niveau du dialogue social dans l'entreprise avec les représentants du personnel, qui tout à fait par hasard ont en général entre 50 et 60 ans, donc ils ne sont pas forcément disposés à accepter une perte de salaire, pour que l'on arrive, à cet enjeu majeur, que le vieillissement soit effectivement un facteur de croissance nationale auquel participent les salariés seniors dans l'entreprise, et que pour que les salariés seniors dans l'entreprise puissent continuer à contribuer. Une observation supplémentaire que je fais par rapport à d'autres études que je mène par ailleurs au sein de la société Mercer, c'est que quand on s'intéresse à certains sujets dans l'entreprise, tels que par exemple les risques psychosociaux, on constate quelque chose d'extrêmement curieux, c'est que la demande psychologique que perçoivent les salariés est croissante jusqu'à 55 ans, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas atteint 55 ans, plus ils vieillissent, plus ils ont du mal à travailler. Mais au-delà de 55 ans, ceux qui restent dans les entreprises, finalement, ils se sentent bien dans leur pompe, ils maîtrisent les finesses de leur métier. C'est-à-dire qu'on rencontre ce qu'on appelle, entre guillemets, le phénomène du travailleur sain. Donc pouvoir maintenir les seniors dans l'entreprise, c'est un enjeu tout à fait majeur qui est à la fois pour les personnes, pour les entreprises et nationales. Voilà l'exercice de synthèse auquel je voulais me livrer. Merci. Je vais juste faire une remarque par rapport à votre remarque. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à un groupe de travail de l'Institut Montaigne qui travaille sur l'emploi des jeunes et l'emploi des seniors, et qu'effectivement, une des propositions était effectivement d'amener une certaine flexibilité sur les salaires, comme vous dites, mais c'est vrai qu'on en est loin. C'est vrai que dans le schéma français, on est sur une linéarité des salaires, et que personne n'imagine 30 secondes qu'il va pas finir bien beaucoup plus haut que là où il a démarré. Et on a tous ce schéma-là. Or, on voit bien que si on conçoit un nouveau système avec effectivement une certaine souplesse à ce niveau-là, ça permettrait effectivement aux entreprises de conserver leurs seniors plus longtemps. Je parle de valorisation du tutorat. On peut imaginer d'avoir du temps partiel ou ce genre de choses. Je vais même compléter, excusez-moi. Je pense qu'on est en train de changer de système complètement. C'est-à-dire que jusqu'à un passé récent, on avait une vie tripartite. Vous étiez jeune, vous faisiez des études, vous étiez actif, vous étiez ancien, vous étiez à la retraite, inactif. Je schématise. Aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de la vie, vous allez toujours avoir une première phase d'études, parce qu'il faut bien commencer par là, puis après vous avez une phase beaucoup plus longue qui va alterner de l'activité professionnelle, de la formation, et puis du travail, des périodes personnelles. Moi, je vois une certaine émergence dans mon entreprise de gens qui viennent me voir en disant je voudrais partir 9 mois parce que j'ai un projet, que je pourrais le faire, etc. Et ceci est en train de se développer gentiment, et je comprends ces gens-là qui se disent moi je suis encore jeune, j'ai 40 ans à mon avis d'activité, j'ai envie d'avoir des breaks pour faire des choses. Si on peut l'intégrer dans l'entreprise, je crois que c'est bien. Et de toute façon, aussi, la formation va devenir de plus en plus importante. On a une accélération des technologies. Penser qu'on va pouvoir travailler pendant 30 ans avec ce qu'on a appris avant 20 ans, c'est une illusion. Donc on voit bien qu'il va falloir, en permanence, arriver à mixer ce type de choses. Et ça, on n'est pas aujourd'hui, dans les entreprises, suffisamment préparé ou suffisamment réfléchi à ça. Encore un peu de temps. Juste sur ce thème-là. Je voulais dire, Eric, que ta synthèse était à la fois périlleuse et en réalité assez juste. Assez juste.
Juste un point sur ce que Mathilde Lemoine a évoqué, qui est quand même un sujet évident. C'est si on souhaite que les salariés demeurent plus longtemps, il faut à un moment que le problème de la rémunération soit posé de ma génération. C'est clair qu'il ne peut pas rester longtemps. Quand on regarde bien comment se passe ce qui pour le moment est epsilonesque en termes d'expérience, mais ce qui va se généraliser, que sont les cumuls emploi-retraite, c'est exactement ça qui va se passer. C'est-à-dire que les gens vont toucher leur retraite et une partie de revenus beaucoup plus faible qui ne compense pas la perte entre leur revenu précédent et leur retraite. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, si c'est généralisé. Et donc, comme tout le monde va essayer de trouver, enfin, c'est un peu l'objet d'ailleurs du troisième scénario, mais tout le monde va trouver des astuces pour essayer de faire durer plus longtemps la période finalement de, je dirais, de participation, de travail, de ceci, de cela. Je suis convaincu que l'histoire de l'emploi-retraite, qui est une disposition que Jean-Michel, tu n'as pas évoqué, mais enfin la généralisation de ce cumul emploi-retraite, qui est quand même très importante pour les années qui viennent, c'est en fait un moyen de rémunérer moins la personne plus âgée, tout en considérant que si on la conserve, c'est parce qu'elle a une productivité qui est en réalité tout à fait, enfin une utilité qui est tout à fait significative. Merci. Je crois avoir vu deux questions. Moi, une toute petite. Je passerai juste après. Enfin, juste un commentaire. Cette répartition de la vie en trois phases, elle est assez récente dans notre histoire. Elle est essentiellement liée aux grandes mutations du 19e siècle. Je veux dire, jusque l'urbanisation, la prolétisation, etc. Chacun contribuait, jeune ou vieux, à sa subsistance. À la campagne, on cultivait, on préparait à manger, etc. Enfin, je veux dire, bon, ça. Alors, c'était juste un petit commentaire en passant, mais ma question, en fait, elle était surtout adressée à Jean-Michel Charpin. Qu'est-ce que vous pensez du différentiel de taux de CSG, justement, entre les pensions et les autres revenus? Puisque on a aujourd'hui encore cette bizarrerie. Et voilà, c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. On va peut-être prendre une ou deux autres questions de manière... Oui, alors moi, c'est Claude Doré. FIDES, c'est la Fédération interrégionale pour le développement de l'emploi des seniors. J'ai deux commentaires sur les salaires des seniors. Sur la courbe en cloche, premier commentaire. On nous a lié ça à des problèmes de productivité. C'est-à-dire qu'on dit la productivité baisse, donc le salaire doit baisser. Moi, ma réponse, c'est la productivité baisse, oui, si on est dans la haute technologie, qui est l'exemple qui a été pris. Mais si on fait autre chose, la productivité ne baisse pas nécessairement. La FIDES, par exemple, a proposé que dans une start-up nouvelle technologie, le jeune fait la partie technologique et le senior fait la partie business plan. Et dans la partie business plan, il a une très bonne productivité. Le deuxième point, sur le fait qu'on ait des salaires élevés en fin de carrière, quand les salaires sont élevés, en fait, sont liés à l'ancienneté, évidemment, c'est une aberration. C'est une aberration parce que les modes de rémunération, ça devrait être en fait le job qui correspond à une fourchette de salaire. Et on est d'autant plus élevé, effectivement, que la valeur ajoutée qu'on y produit est plus élevée. Mais on est dans une fourchette qui n'est pas plein d'âge. Merci, voilà un avis tranché. On va prendre une autre question encore. Monsieur Masson. Oui, bonjour. Ce qui a été dit, et justement, moi j'ai l'impression qu'il y avait chez les intervenants quand même un consensus que le troisième âge pourrait, ça reprend une question, payer pour le quatrième, et de manière progressive. Donc ça, ce serait quand même possible dans le système solidaire dans lequel on est. Apparemment, c'est possible. Sur le cumul, puisque ça a été dit, le cumul emploi-retraite, là, il faut voir la différence entre quand même les cas du Canada et des États-Unis. Ça peut générer beaucoup d'inégalités. Les salariés aisés vont droit à un travail épanouissant, Air Liquide ou autre, ils restent comme ça petit entrepreneur associé à la grande boîte, et puis en bas ça devient, ils s'occupent du vestiaire, quoi, quand ils sont âgés. Bon, voilà. Donc là il y a même cette différence-là. Et la troisième, peu importe. Et la troisième idée que, je vais très très vite, sur les rapports entre générations, on a été esquissé plusieurs fois. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui sortirait là, en particulier chez Jean-Michel Charpin, la peur pour les générations qui suivent la génération dorée. Donc, est-ce qu'on a cette loi d'airain, on a l'âge d'or des retraités et des seniors actuels, demain ce sera dur, parce que peut-être l'évolution d'une génération, sa trajectoire est contenue dans ses prémices et que c'est plutôt mal parti. Mais à ce moment-là, donc, on est un peu dans la problématique du déclin. Bon, c'est une simple question. Merci André, qu'on aura le
plaisir de réentendre lors de la table ronde de clôture. Peut-être une réponse, Monsieur Charpin. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Bon, sur la question de la CSG, vous avez compris que je serais tout à fait favorable à ce qu'on égalise les taux de CSG, mais c'est un problème quand même relativement mineur. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes de financement qui sont d'une toute autre ampleur. Sur les questions de génération, d'abord un point très important, c'est que quand on regarde le positionnement des différentes générations, il ne faut pas regarder uniquement l'évolution de l'espérance de vie, il faut regarder aussi l'évolution des âges à la maternité, parce que c'est ça qui fixe les écarts entre générations. Et les deux sont très importants. Vous voyez, avant de parler de 5 générations, il faut se dire, bon, si l'âge moyen à la maternité c'est 30 ans, bon, évidemment, il y a les queues de distribution, mais pour le français moyen, bon, ça fait qu'il devient grand-parent à 60 ans en moyenne, qui revient arrière-grand-parent à 90 ans, donc enfin, les deux bougent. Donc il ne faut pas avoir dans l'idée qu'il y a de plus en plus de générations comme ça qui s'additionnent, parce que finalement tout est très cohérent et que petit à petit tous les âges s'alignent sur l'espérance de vie, et tout se modifie de façon cohérente avec ça, ce qui fait que in fine, je ne doute pas une seconde qu'en moyenne on reviendra à la structure pyramidale depuis la nuit des temps, qui est les jeunes, les moyens et les vieux, parce que tout va s'ajuster autour de ça. Sur ce qui a été dit sur le rôle des jeunes, le rôle des vieux, moi je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites, mais sur les liens avec l'innovation et ce qu'on peut faire avec les seniors, on peut quand même laisser l'innovation en partie aux jeunes, vous voyez. Bon, c'est très bien que les seniors innovent, très très bien, mais si on leur prend même ça, vous voyez, est-ce qu'on leur prend même ça? Alors que, franchement, je pense que les seniors, même en faisant leurs meilleurs efforts, ils sont plutôt moins bons dans l'innovation, en tout cas moins audacieux que les jeunes. Donc, laissons aussi les jeunes innover. Non, Jean-Michel, tu peux pas dire ça. Il faut pas opposer les jeunes et les vieux. Simplement, ce que je voulais dire par cet exemple, c'est que les vieux sont également capables d'apporter sur ce créneau-là, alors que c'est en dehors, et c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est en dehors de l'image habituelle que l'on a. On se dit, le vieux, il n'est pas capable d'innover, terminé. Or, le vieux, il a l'innovation, il a encore des idées, fort heureusement, et il peut en faire profiter. Donc, il faut absolument utiliser toutes les générations. Non, mais attends, puisqu'il m'a répondu, moi je réponds aussi. L'horreur pour nos sociétés, c'est on met tous les jeunes en formation jusqu'à 30 ans, parce que, n'est-ce pas, il y a tellement de choses à apprendre et puis on va leur transmettre, etc. Et puis nous, on se garde l'innovation pour nous. Franchement, jusqu'à présent, des Médailles Fields depuis de 30 ans, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Moi, je voudrais répondre sur le cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite, c'est un très très bon dispositif qui permet effectivement à des gens de travailler après la retraite. Mais il ne faut pas oublier que ça cannibalise un petit peu la réforme des retraites. Parce que si on veut équilibrer le système de retraite par répartition, il ne faut pas que les gens prennent leur retraite et travaillent un petit peu à côté. Il faut qu'ils travaillent plus longtemps. Et ça, Daniel Karniewicz l'avait tout à fait vu. C'est un dispositif qui, en plus, est probablement pervers sur le plan du dumping social, parce qu'effectivement, les chefs d'entreprise se disent « je vais le reprendre et je vais le payer moins cher ». Alors, ça arrange tout le monde, ça arrange tout le monde, mais ça ne résout pas le problème des retraites. Quant à l'histoire de la courbe en cloche, c'est vrai qu'il faudrait une diminution très probable des salaires à partir d'un certain âge, mais à condition que le poste change. C'est pas dans le même poste qu'il serait logique d'avoir une diminution des salaires. Il faudrait un poste différent, une flexibilité différente, de ne pas probablement occuper le même emploi si on considère qu'on est moins performant à cet âge dans cet emploi. C'est pas une diminution simplement parce qu'on a 55, 56, 57. Ça peut pas marcher comme ça. Et en plus, si on change d'emploi, vous savez aussi bien que moi, en particulier c'est pour les messieurs, qu'on change de statut et que ça, le côté narcissique du travailleur français ne le supporte pas. Merci Madame Forêt. Une conclusion extrêmement rapide de 30 secondes d'Alain Villemeur. Je voudrais simplement réconcilier Jean-Michel Charpin et Jean-Pierre Widmer sur l'innovation, parce qu'en fait, tout montre que les seniors sont très performants dans l'innovation organisationnelle, des grandes entreprises notamment, et que les jeunes sont très performants pour les nouveaux produits, les nouvelles technologies. Et qu'on a besoin des deux. Merci, voilà la voix du milieu qui conclut pour ouvrir encore le débat. Merci à tous.